Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler du nucléaire avec nos invités. Mais avant cela, je tenais à vous présenter la base qui organise ce live. Alors la base a été créée en mars 2019 avec pour objectif d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté composée de 10 organisations et des milliers de personnes qui gravitent autour de ce lieu. C'est aussi un bâtiment de 700 mètres carrés qui est situé au 31 rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, aux étages de ce lieu, vous avez des bureaux, les bureaux des 10 organisations, des espaces de coworking, des salles de réunion et des espaces de stockage. Au rez-de-chaussée, vous avez un bar associatif qui est ouvert au public toute l'année et qui accueille plusieurs fois par semaine des conférences, des débats, des concerts, des pièces de théâtre et des événements de tout genre. C'est d'ailleurs grâce à ce bar qu'on génère la plupart de nos revenus. Comme vous vous en doutez, la crise sanitaire actuelle fait que notre base est fermée, donc plus d'événements en physique à la base, ça veut dire plus de revenus. Donc aujourd'hui, pour soutenir la base en cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer à agir, on vous invite à faire un don à la base sur le site www.labase.paris/don. Je vous remercie par avance pour cette participation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Charlotte Mijon qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Bonsoir et merci beaucoup de nous suivre sur ce live. Merci beaucoup à la base de nous fournir l'infrastructure, surtout pour que cette conférence puisse se tenir. Elle avait été déjà prévue pour donc en mars, mais on a dû l'annuler en raison de la crise du Covid. Et heureusement, il y a cette possibilité de la maintenir en live avec peut-être même encore plus de personnes qui pourront suivre. Merci à toutes les personnes qui nous suivent sur les différentes pages Facebook, que ce soit celle de la base, du réseau Action Climat, du réseau Sortir du nucléaire, de Greenpeace. N'hésitez pas tout au long de ce live à poser vos questions si vous en avez. On les fera remonter, on les fera poser autant que possible. Bon, sachant qu'il y a quand même beaucoup de pages en ce moment qui suivent l'événement, on fera de notre mieux pour faire remonter toutes les questions, mais il est possible qu'on en oublie quelques-unes, donc soyez indulgents. Voilà, donc cette conférence est consacrée à la question du nucléaire et du climat. Pendant la crise du Covid, eh bien, les enjeux environnementaux restent d'actualité, le changement climatique reste d'actualité, comme on l'a vu avec les records de température qu'on a connus ces dernières semaines. Le risque nucléaire reste d'actualité, comme on l'a vu avec les incendies dans la zone contaminée de Tchernobyl. Comme on l'a vu aussi avec certains incidents qui ont fait peu de bruit, mais qui étaient certes inquiétants sur le parc nucléaire français, comme par exemple un feu d'hydrogène à la centrale nucléaire de Belleville il y a quelques semaines. Et si, contrairement à ce que soutiennent certains industriels, comme par exemple Orano, qui vient d'ailleurs de se faire sanctionner aujourd'hui par le jury de déontologie publicitaire pour ses publicités, le nucléaire n'est pas décarboné, il est peu émetteur. Or, à partir de là, un certain nombre de personnes sont tentées de le présenter comme une solution au changement climatique. Disons, partant du fait qu'il est peu émetteur, cela voudrait-il dire qu'il s'agit d'une solution. Face à l'urgence climatique, certains présentent de plus en plus le nucléaire comme un mal nécessaire. On n'aurait pas le choix, il serait indispensable, on ne peut pas faire ça. Ce sont des questions qui deviennent de plus en plus pesantes dans le débat nucléaire français, sachant que du côté français, il y a le projet de prolonger jusqu'à 50 ans, voire plus, la quasi-totalité des réacteurs existants. Il y a également dans les cartons le projet de construire 6 nouveaux réacteurs EPR. Est-ce que ces choix ne risquent pas d'être légitimés, soi-disant, par la lutte contre le changement climatique? Tout cela nécessite de voir ce qu'il en est vraiment et d'arriver à démêler le prétexte, l'alibi pour défendre une technologie des vraies questions climatiques. Miser sur le nucléaire, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est pertinent?
Est-ce qu'on peut occulter les nuisances du nucléaire? Est-ce que le nucléaire est adapté à un climat qui se réchauffe? Ça, ce sont des questions qu'il faut poser honnêtement, sérieusement. Et ce sont des questions, j'insiste, qui ne sont pas seulement d'ordre technique et qui ne sont pas réservées aux ingénieurs et aux experts. Pour en parler, eh bien, nous avons invité 3 personnes qui connaissent bien le sujet. Nous avons invité en premier lieu un membre du GIEC, Henri Weisman, donc, qui est chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et co-rédacteur du chapitre 5 du rapport sur quelles solutions pour rester sous 1,5 degré de réchauffement. Donc, il pourra revenir sur ce que dit le GIEC précisément sur le nucléaire. Nous avons invité également Yves Marizniak, qui est donc un expert non institutionnel sur le risque nucléaire et sur la transition énergétique pour l'Institut Négawatt, et Anne Bringot, qui est responsable du suivi des questions de transition énergétique pour le réseau Action Climat. Avant de passer la parole aux intervenants, je vais dire quelques mots sur le déroulé de cette soirée. Donc, chaque intervenant parlera pendant environ une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à faire remonter les questions. Après chaque intervention, il y aura un temps spécifique pour des questions de clarification, pour des questions qui ont spécifiquement à voir avec ce que vient d'expliquer l'intervenant. S'il y a des questions qui sont d'ordre plus général, eh bien, elles seront abordées après, lors d'un temps de discussion plus large avec les 3 intervenants. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à faire remonter vos questions et je vais commencer par passer la parole à Henri Weisman. En tant que membre du GIEC, on entend beaucoup dire que le GIEC recommande le recours au nucléaire, que le GIEC dit qu'on ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup à la base de rendre possible cet événement et aux co-organisateurs de le rendre possible malgré les circonstances. Donc moi, je suis Henri Weisman, je travaille pour l'IDRI, mais effectivement, ce soir, je vais plus vous parler avec ma casquette du GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, qui produit des analyses de la littérature scientifique sur tous les sujets liés au changement climatique, et en particulier sur les questions des technologies. Et je vais essayer, dans une présentation rapide et synthétique, de vous dire ce que dit le GIEC sur les technologies, avec évidemment un focus plus particulier sur le sujet de la discussion de ce soir sur le nucléaire. Avant ça, très rapidement, pour vous dire qu'est-ce que c'est le GIEC, comment ça fonctionne. Le GIEC conduit une littérature scientifique. Très concrètement, on regarde l'ensemble de la publication scientifique qui est produite sur les enjeux du changement climatique. On en fait la synthèse et on essaye de l'évaluer pour en faire ressortir les messages robustes qui peuvent en émerger. Les travaux du GIEC sont multidisciplinaires. On a des chercheurs sur les sciences physiques, les sciences économiques, les sciences sociales, les sciences politiques, donc l'ensemble des aspects liés au changement climatique. Et l'objectif, c'est de faire émerger des messages qui sont pertinents pour la prise de décision, avec le mandat de ne pas être prescriptif. Le rôle du GIEC n'est pas de dire quelles sont les bonnes solutions, mais de rendre explicite et aussi clair que possible les messages robustes qui peuvent être tirés de la science sur les différentes questions liées au changement climatique. Plus spécifiquement, sur la question des technologies qui nous intéresse plus particulièrement, je vais vous dire ce qui ressort du dernier rapport, qui n'est pas tout à fait le dernier, mais un rapport récent, donc celui sur le réchauffement global à 1,5 degré, qui est sorti en octobre 2018. Que dit ce rapport sur les technologies? Et je vais m'appuyer notamment sur une synthèse que nous avons publiée dans une revue qui est disponible en ligne. Donc, si vous tapez le titre de l'article qui apparaît, vous pourrez directement accéder à l'ensemble de son contenu. Je vais vous en présenter une synthèse très rapide. Mais ce qui est très important de noter avant de rentrer dans les détails, c'est que finalement, pour avoir une analyse des technologies,
il convient de s'appuyer sur 3 ensembles de connaissances. D'un côté, des scénarios globaux, issus de modèles intégrés, qui vont nous décrire les transformations dans leur ensemble, et notamment leur contenu technologique, pour atteindre un objectif climatique donné. Une analyse de faisabilité qui prend en compte un ensemble de dimensions, physiques, techniques, économiques, socioculturelles, institutionnelles, pour identifier les barrières et les conditions du déploiement à l'échelle des technologies, et une évaluation des synergies et des risques de tension entre les solutions technologiques et les différentes dimensions du développement durable. Et c'est seulement quand on regarde l'ensemble de ces 3 composantes qu'on peut se faire une vision d'ensemble des conséquences de différents choix technologiques. Donc, que peut-on dire quand on regarde ces trois ensembles? Quels sont les messages qui sont robustes, qui peuvent sortir sur les technologies dans leur ensemble? Donc, j'en ai listé 8 qui sont discutés dans l'ensemble. Je vous rassure, je ne vais pas entrer dans le détail de chacun de ces points-là, juste pour vous dire qu'il y a un certain nombre de ces messages robustes qui peuvent sortir, qui pointent un certain nombre de spécificités des technologies. Quelques points quand même sur lesquels je voudrais attirer l'attention. Les technologies qui jouent sur la demande, qui aident à réduire la demande d'énergie notamment, sont celles qui favorisent le plus l'alignement entre l'atteinte, la limite du changement climatique et les objectifs de développement durable. Concernant la production d'électricité, le message robuste, c'est que dans tous les scénarios qui atteignent des objectifs climatiques ambitieux, on a un développement ambitieux des renouvelables, une disparition quasi complète des énergies fossiles, en tout cas sans technologie de capture et séquestration du carbone, CCS, qui est écrit sur la diapositive, mais que la combinaison de solutions qui peut être sortie va finalement dépendre d'un certain nombre de facteurs. Je vais encore une fois pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais pour pointer par exemple l'avant-dernier point qui me paraît extrêmement important, notamment pour le débat actuel, qui est que la pertinence des technologies va dépendre beaucoup du contexte national, des ressources, des potentiels et de la situation d'ensemble du pays. Et le dernier point qui vise à pointer notamment que on a besoin d'anticiper pour bâtir les conditions de la transition et que beaucoup de choses vont dépendre de la mise en œuvre de politiques d'accompagnement, d'innovation et d'incitation au changement de comportement pour favoriser les transitions. Donc ça, ce sont des messages relativement généraux qui parlent des technologies. Et maintenant, je vais essayer de regarder plus précisément ce qui se raconte sur les énergies nucléaires. Avant ça, juste pour vous dire au passage que finalement la mise en musique de tous ces messages est faite au sein de l'initiative que je coordonne au sein de l'IDRI, l'initiative Deep Decarbonization Pathways, qui vise à analyser des trajectoires de développement basse émission qui sont cohérentes avec les objectifs climatiques, qui prennent une perspective de long terme pour informer les décisions de court terme, qui vise à aborder une approche systémique, multisectorielle, qui va intégrer l'ensemble des leviers de la transformation à prendre en compte, et qui adopte une échelle internationale qui vise à l'appliquer dans différents contextes nationaux. Et donc, c'est seulement quand on met en musique l'ensemble de ces messages-là dans ces ensembles de dimensions qu'on peut avoir une vision claire du rôle des différentes technologies. Donc maintenant, que dit le GIEC spécifiquement sur le nucléaire? Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est essentiellement de m'attacher au texte. Donc, le texte est en anglais parce que les rapports du GIEC sont en anglais, et juste de vous extraire que dit concrètement le rapport du GIEC sur l'énergie nucléaire. Donc, dans le résumé pour décideurs, qui est un peu le document phare qui synthétise tous les messages qu'on peut en retirer, finalement, ce qui est dit, c'est que les parts du nucléaire augmentent dans la plupart des scénarios qui atteignent 1,5 degré. Mais c'est très important ici, chaque mot est important, et on va voir en regardant plus en détail ce qu'il y a dans le texte derrière. Qu'est-ce que veut dire ce most, donc dans la plupart d'eux? Et en fait, quand on regarde le texte, donc là je me réfère au numéro de section, vous pourrez aller voir plus précisément le texte. Encore une fois, le rapport du GIEC est publié en ligne, il est très facilement facile à trouver. Ce qui est dit, c'est que dans la plupart des scénarios, la part du nucléaire va augmenter, des scénarios qui atteignent un scénario 1,5 degré, mais il existe aussi des scénarios dans lesquels à la fois la capacité absolue et la part de l'énergie issue du nucléaire va décroître. Donc c'est ça qui est écrit, c'est ça que dit la littérature scientifique. Et notamment,
que le déploiement du nucléaire va être contraint par un certain nombre de facteurs, dont des préférences sociétales, qui vont être caractérisées par différentes narratives. J'ai l'impression. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un point qui est souvent peut-être mal interprété, sur l'interprétation des graphiques. Et là, ici, je vous ai mis un graphique qui est très souvent utilisé pour synthétiser les résultats du GIEC, que vous trouverez dans le résumé pour décideurs, qui synthétise finalement les résultats au sein de 4 familles de scénarios qui atteignent toutes les 4 1,5 degré de réchauffement climatique. Et donc, j'en ai extrait juste la ligne qui décrit les évolutions de la part du nucléaire dans chacune de ces familles. Et quand on regarde les chiffres, donc vous avez sur ces 2 lignes-là, notamment sur la deuxième, le pourcentage de variation de l'énergie nucléaire en 2050 par rapport à 2010. Si vous regardez les 4 colonnes, dans ces 4 colonnes-là, vous avez donc 150, 98, 501 et 468. Donc, grosso modo, si on regarde ces chiffres-là, une impression que systématiquement, dans l'ensemble des scénarios, la quantité d'énergie nucléaire augmente. Ce qui est important à savoir, c'est que en fait, ces scénarios, ce sont uniquement des scénarios qui sont des scénarios illustratifs de chacune de ces familles, et que ce qui compte, c'est le message qui est synthétisé dans ce que je vous ai décrit dans le slide juste précédent, c'est-à-dire que il existe aussi au sein de ces familles-là certains scénarios dans lesquels la quantité de nucléaire va diminuer. Et enfin, quelques messages sur finalement plus concrètement un certain nombre d'enjeux qui sont associés au déploiement de l'énergie nucléaire dans les scénarios. Donc encore une fois, je me réfère au texte explicite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour pointer certains éléments qui sont identifiés dans la littérature scientifique en lien avec l'énergie nucléaire. La question du temps de déploiement, qui est quelque chose qui est très important, notamment quand on s'intéresse à la temporalité d'une transformation qui doit être mise en œuvre très rapidement. La question de l'acceptabilité sociale, qui est un enjeu fondamental, qui est reconnu dans la littérature scientifique et qui va finalement déterminer un certain nombre de facteurs sur les choix de déploiement ou pas du nucléaire. Un certain nombre de facteurs liés au processus politique et des questions sur le coût, et notamment la reconnaissance que l'évaluation du coût de l'énergie nucléaire est très débattue dans la littérature, à la fois pour ce qui est du coût actuel et pour le coût futur, et que beaucoup de questions sont liées à la gestion des risques d'investissement sur cette technologie qui demande des investissements très importants en capitaux. Et enfin, le dernier point que je voudrais souligner, donc qui appartient au chapitre 5, qui m'est particulièrement cher puisque c'est celui dans lequel j'ai travaillé plus particulièrement, qui identifie finalement le lien entre le déploiement de cette énergie et tout un ensemble d'enjeux du développement durable, avec la reconnaissance à la fois qu'il peut y avoir un risque d'augmentation de certains risques liés par exemple de prolifération, certains effets négatifs sur les aspects environnementaux, et la reconnaissance aussi que le déploiement de l'énergie nucléaire peut avoir des effets mixtes sur la santé humaine quand il remplace notamment les énergies fossiles, et que c'est seulement quand on va appréhender le déploiement de cette énergie dans l'ensemble de la transformation dans laquelle il est intégré qu'on pourra mesurer complètement les effets potentiellement bénéfiques et les risques de compromis qu'il fait courir sur les autres enjeux du développement durable. Je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je serai très heureux, évidemment, de répondre à vos questions et de participer au débat. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Henri. Je regarde s'il y a des questions qui nous sont remontées spécifiquement par rapport donc à cette question du GIEC. Une première question, tout d'abord, de savoir d'où proviennent les différents scénarios sur lesquels se base le GIEC et dans quelle mesure est-ce qu'il ne peut pas y avoir un biais du fait de l'existence ou pas d'une expertise indépendante selon les pays, du fait de scénarios qui pourraient s'apparenter à des commandes politiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce fait-là?
Merci de la question. De façon générale, les travaux du GIEC s'appuient sur la littérature scientifique disponible. Donc, très concrètement, les scénarios qui sont dans le rapport du GIEC sont des scénarios qui sont publiés dans des revues académiques à comité de lecture, c'est-à-dire des articles qui décrivent des expériences ou des exercices qui ont été revus par les pairs, donc revus par d'autres experts scientifiques, ce qui leur donne normalement un caractère de neutralité ou en tout cas de sérieux scientifique. Deuxièmement, un point important par rapport à cette question à noter, c'est que les scénarios que je décrivais ici, qui sont les scénarios sur lesquels s'appuie le GIEC, sont des scénarios globaux. Donc, on ne parle pas de description du rôle du nucléaire dans tel ou tel pays individuellement. On parle de la description du rôle du nucléaire et de toutes les autres technologies à l'échelle globale, dans un ensemble de scénarios. Et donc, l'objectif de ces analyses-là, c'est effectivement de refléter au mieux l'ensemble des analyses qui existent dans la littérature scientifique pour les synthétiser et aboutir à ces quatre familles qui sont en fait une façon d'organiser la littérature scientifique existante. Une question notamment, est-ce qu'il y a des scénarios sans nucléaire, donc étudiés par le GIEC? On vient de voir qu'il y en avait qui voyaient donc une réduction, voire une disparition du nucléaire. Quels sont-ils? Alors, dans l'ensemble des scénarios qui sont présentés, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites systématiquement par définition. Tous ces scénarios sont en fait une combinaison d'hypothèses et il existe effectivement des scénarios dans lesquels on peut très bien supposer que le nucléaire ne se développe pas ou faire des hypothèses alternatives sur le coût de déploiement. En fait, dans beaucoup de ces scénarios-là, ce qui va déterminer le déploiement de telle ou telle technologie, ça va être l'évaluation de son coût. Alors, de son coût dans son ensemble, quand on prend en compte éventuellement l'ensemble des coûts associés par rapport à d'autres technologies. Donc, il existe effectivement dans ces scénarios-là, et ça fait partie des conclusions que je décrivais dans ma présentation, il existe certains scénarios dans lesquels la part du nucléaire et même la quantité de nucléaire en absolu décroît au cours du temps dans des scénarios qui atteignent 1,5 degré. Merci beaucoup. Et une dernière petite question. La question de savoir si les scénarios, enfin si les rapports du GIEC tiennent compte de la faisabilité économique du déploiement de chacun des scénarios, de ce que cela veut dire et comment est-ce que cela est étudié? Alors, c'est justement exactement un des objectifs de ces différentes, de reconnaître ces différents courants de la littérature qu'il faut refléter quand on analyse une technologie. Et notamment, il y a un chapitre entier du rapport, donc qui est le chapitre 4, pour ceux qui veulent aller le lire, qui analyse exactement cette question-là. Alors, pas que la faisabilité économique, la faisabilité aussi institutionnelle, la faisabilité sociale, la faisabilité dans l'ensemble des dimensions, qui vont faire que le déploiement d'une technologie, ce n'est pas uniquement une optimisation de coûts dans un modèle intégré, mais ça doit prendre en compte aussi un certain nombre de réalités. Donc, cette analyse-là est effectivement au cœur de l'analyse et elle est traitée en détail pour l'ensemble des technologies, l'ensemble des solutions qui sont envisagées dans les modèles, dans ce qui est ce chapitre 4, dont je présentais certaines des conclusions notamment. Merci. Alors, on a encore une demande de précision. Est-ce que le GIEC dit quelque chose de la balance globale entre risques et bénéfices par rapport aux différentes technologies et donc au nucléaire? C'est justement là que le mandat du GIEC s'arrête. Le mandat du GIEC, c'est de rendre transparent et explicite les avantages et les inconvénients, mais mettre un poids ou un poids a priori sur l'importance relative des bénéfices et des risques associés, ce serait aller du côté de la prescription, donc ce qui sort du rôle du GIEC. Donc l'objectif de ces rapports-là, c'est de rendre aussi transparent et explicite que possible l'ensemble de ces avantages et de ces risques, et ensuite de laisser au débat public et aux décideurs au final le choix de la balance qu'ils souhaitent mettre sur chacun de ces composants. D'accord, tout en documentant l'ensemble, enfin, autant que possible, ces risques et ces impacts. Exactement. Ouais.
Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Peut-être peut-on passer, en attendant que d'autres questions émergent, et il sera toujours temps d'y revenir dans le débat plus global, à l'intervention d'Yves Marignac. Donc, on a vu que il y a des scénarios qui permettent de rester sous 1,5 degré de réchauffement sans nucléaire. Donc, le nucléaire n'est pas à ce titre considéré comme indispensable. Pour autant, et surtout dans un contexte français, quel rôle joue-t-il? Est-il pertinent ou pas? Dans quelle mesure entrave-t-il potentiellement le développement des autres options? Voilà, je vais laisser la parole à Yves Marignac. Yves? Alors, oui, c'est bon? Oui. Oui. Parce qu'en fait, je n'ai plus moi. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, merci. Ok, pardon, parce que techniquement, je n'avais plus accès à mon micro en fait. Bonsoir à tous. Donc, pardon. Merci à la base et aux organisateurs de pouvoir tenir, malgré les conditions particulières, cette web conférence. Je vais pas tellement me focaliser sur la situation française, même si un certain nombre de choses que je vais dire éclairent évidemment le débat français. Je pense qu'on y reviendra notamment après la troisième intervention. Je vais plutôt rester dans une échelle mondiale, mais voilà, essayer de poser si la présentation veut bien avancer, voilà, de poser un peu plus concrètement un certain nombre d'enjeux qu'Henri vient d'éclairer. Mais avant ça, je voulais simplement illustrer la difficulté, la complexité de cette discussion sur nucléaire et climat, en rappelant qu'elle a vraiment plusieurs dimensions, et en rappelant notamment que quand on parle de l'option nucléaire pour lutter contre le changement climatique, il faut se souvenir que c'est une option qui n'est pas neutre, qui a des spécificités, et j'y reviendrai, qu'elle n'est jamais une option unique, et qu'il faut donc toujours la considérer en comparaison en termes d'efficacité avec d'autres options possibles de réduction des émissions. Et puis, dernier point, et Dieu sait qu'il est important aujourd'hui dans la discussion, qu'il faut non plus la considérer comme une option isolée, et donc prendre en compte toujours l'interaction, l'articulation de la mise en œuvre du nucléaire avec d'autres options dans le domaine énergétique, notamment les renouvelables et bien sûr la maîtrise de la consommation d'énergie. Sur les spécificités du nucléaire, et Henri vient de l'évoquer, mais il me semble effectivement important de souligner que c'est une technologie qui entraîne des risques tout à fait spécifiques, qui sont d'une telle nature d'ailleurs que certains d'entre eux posent véritablement des questions éthiques. Alors on pense souvent à l'accident majeur et à la question des déchets, mais je pense que le risque le plus important, et en tout cas historiquement celui qui a amené aussi la prise de conscience de notre vulnérabilité face à l'évolution de nos sociétés, c'est le risque de prolifération, et à travers lui le risque en cas de conflit nucléaire de ce qu'on appelle un hiver nucléaire. Plusieurs dizaines de degrés de perte de température moyenne sur la surface du globe, avec des conséquences évidemment totalement catastrophiques. C'est un sujet qui reste d'actualité, qui a été beaucoup exploré, étudié dans les années 70-80 en pleine crise de la guerre froide. Mais vous avez ici une illustration d'une étude de l'année dernière, 2019, qui regarde simplement ce que donnerait aujourd'hui un conflit nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, donc un scénario tout à fait plausible, malheureusement. Derrière cette question des risques, il faut juste se souvenir qu'ils viennent intrinsèquement avec le nucléaire. Ils ont augmenté à mesure que l'on développait le nucléaire, et donc il faut, si on se projette dans un recours accru au nucléaire, évidemment toujours se poser la question de la croissance de ces risques et des moyens éventuels de les maîtriser.
Face à ces risques, il y a évidemment un avantage que le nucléaire met en avant aujourd'hui, qui est sa caractéristique d'être bas carbone. Alors je reviens pas ici sur l'ensemble des chiffres, simplement il y a quand même pas mal d'incertitudes sur le contenu carbone du nucléaire, puisque c'est pas un contenu direct, mais un contenu en analyse de cycle de vie, avec des éléments qui touchent non seulement au fonctionnement ou à la construction même des réacteurs, mais à tout ce qui se joue en amont jusqu'aux mines d'uranium et tout ce qui se joue en aval en termes de démantèlement et de gestion à très long terme des déchets. Il y a donc beaucoup d'incertitudes sur le contenu carbone de l'électricité nucléaire, mais quoi qu'on puisse en discuter, le nucléaire se range quand même avec les énergies renouvelables modernes, le photovoltaïque et l'éolien, parmi les énergies qu'on appelle aujourd'hui bas carbone, et donc peut légitimement être considéré comme une option pour aujourd'hui décarboner le système électrique. Un autre élément à prendre en compte, et je reviens là à la question plus générale des risques et des impacts et à des travaux justement réalisés par le GIEC dans le rapport 1,5 degré dont Henri a parlé. Il y a en annexe un travail tout à fait intéressant et approfondi d'analyse. Alors vous en avez ici le résumé chiffré qui est juste pour introduire le graphique qui vient sur la vue suivante. Le GIEC a fait un travail assez extraordinaire d'analyse d'une toute une série, une vingtaine d'options, les principales options de réduction des émissions de gaz à effet de serre, croisées avec les 17 objectifs du développement durable, ou les 16 si on enlève l'objectif de lutte contre le changement climatique. Et à chaque fois, il a regardé quel score ou quelle fourchette de score d'impact positif ou plutôt négatif fournissait la littérature scientifique. Ce qu'on a fait avec Negawatt, c'est la colonne de droite, on a regardé le score cumulé sans aucune pondération entre les différents objectifs du développement durable, le score cumulé de chaque option par rapport à ce que dit la littérature scientifique. Et le résultat que vous voyez ici, c'est que il y a une très grande disparité en termes d'impact potentiellement positif des options de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les objectifs du développement durable. Et il ressort de cette analyse que le nucléaire, ici considéré pour remplacer le charbon, donc là où il est le plus efficace du point de vue de la lutte contre le changement climatique, le nucléaire en fait ressort comme parmi toutes les options regardées par le GIEC, celle qui obtient le score cumulé en termes d'impact sur les autres objectifs du développement durable le plus faible, et particulièrement parmi les options qui apparaissent ici en gris pour décarboner l'énergie, c'est une option qui arrive très loin derrière les autres, et particulièrement très loin derrière les renouvelables électriques avec lesquels le nucléaire est aujourd'hui en concurrence d'une certaine manière sur la décarbonation de l'électricité. Il est en concurrence, et cette concurrence, elle est d'abord économique, évidemment. Elle se joue d'abord sur les coûts et sur la compétitivité. Alors là, il y a énormément d'études et d'indications dans ce domaine. Il y a assez peu de séries complètes qui permettent de regarder les choses dans la durée. On a notamment quand même des séries sur les États-Unis, dont sont extraits les chiffres qui apparaissent ici. Vous voyez d'abord à gauche que, en fait, l'inversion des courbes entre les coûts croissants pour le nucléaire et les coûts décroissants pour l'éolien et le photovoltaïque s'est produite il y a pratiquement une dizaine d'années maintenant aux États-Unis. Donc c'est pas quelque chose de récent, enfin pas très récent, pas actuel. On a déjà du recul par rapport à ça. Et à droite, vous voyez les coûts relatifs en 2019 aux États-Unis, où il ressort que le photovoltaïque et l'éolien sont aujourd'hui tout à fait compétitifs en termes de nouveaux moyens de production vis-à-vis des énergies carbone, se placent très loin devant le nucléaire, qui apparaît ici en rose, qui est aujourd'hui la plus chère des énergies électriques en termes de nouveaux moyens de production. Et ce qui apparaît aujourd'hui aussi de manière très significative, c'est que
les gains de compétitivité de l'éolien et du photovoltaïque sont tels qu'ils deviennent même concurrentiels en coût complet, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des coûts de nouveaux moyens de production sur l'ensemble de leur durée de vie, avec le coût marginal de moyens de production déjà existants qui n'ont notamment plus à payer tout leur investissement. Donc la compétitivité, la bataille de la compétitivité bas carbone est là incontestablement aujourd'hui été gagnée par les énergies renouvelables face au nucléaire. Une des conséquences de ça, c'est que les renouvelables se développent aujourd'hui beaucoup plus rapidement que le nucléaire. Les nouveaux projets nucléaires, en fait, compensent à peine mondialement la fermeture de réacteurs liés à un parc globalement vieillissant. En termes de nouvelles productions ajoutées sur la dernière décennie, les renouvelables hors hydroélectricité se placent aujourd'hui comme la première nouvelle source d'électricité et donc se montrent beaucoup plus en capacité en termes d'échelle de mise en œuvre de remplacer les énergies carbonées électriques que le nucléaire. Et en fait, quand on regarde les différents facteurs qui font cette préférence pour les renouvelables et leur développement massif sur la dernière décennie par rapport au nucléaire, il y a non seulement la question de cette compétitivité, mais il y a aussi la question d'un risque pour les investisseurs qui est bien moindre, une rapidité de mise en œuvre beaucoup plus grande, c'est quelques années, 5 ans, 7 ou 8 ans dans des cas comme la France pour les renouvelables, mais entre 10 et 20 ans pour le nucléaire, et puis une question d'accessibilité et de diffusion, de granularité, c'est un terme à la mode aujourd'hui par rapport aux options de lutte contre le changement climatique. C'est quelque chose de beaucoup plus diffus et donc qui peut se mettre en œuvre en fait beaucoup plus rapidement que les gros objets que l'on voit davantage, mais qui sont beaucoup plus lourds comme les réacteurs nucléaires. Tous ces éléments et toutes ces limites sur le développement du nucléaire font qu'en réalité, n'ayant jamais fourni plus de 3% de l'énergie finale consommée dans le monde, le nucléaire a éliminé ou évité très peu en fait d'émissions de gaz à effet de serre. Alors le graphique qui figure ici montre en fait d'abord la croissance des émissions de CO2 liées à l'énergie en rose, et puis en hachuré au-dessus les émissions évitées par le nucléaire en calculant en fait à chaque fois ces émissions par la différence entre les émissions indirectes cycle de vie du nucléaire et les émissions moyennes du mix électrique au moment où cette production nucléaire survient. En faisant donc l'hypothèse que si que la production nucléaire remplace un mix homogène, proportionné du reste de la production électrique. L'analyse, quand on l'a fait, c'est que globalement aujourd'hui, on est à peu près à un peu plus de 1 milliard de tonnes de CO2 évitées quand on le calcule ainsi par le nucléaire. Depuis que le nucléaire a été introduit sur le réseau en 56, on est à au moins 27 milliards de tonnes de CO2 ajoutées, c'est dire la faible part du nucléaire dans la lutte contre la croissance des émissions. Et puis le graphique à droite que je trouve particulièrement parlant montre en fait exprime la même chose mais en pourcentage d'émissions évitées. Donc vous avez en rouge la courbe du pourcentage d'émissions évitées dans l'énergie, production et consommation grâce au nucléaire, et vous voyez que elle n'a jamais dépassé 6%, mais que surtout elle a connu son pic il y a pratiquement 20 ans. Parallèlement, en jaune, les énergies renouvelables, nouvelles énergies renouvelables, elles, voient leur contribution à l'évitement des émissions monter en flèche, et quand on le cumule à l'hydraulique, c'est la courbe en bleu, et bien les renouvelables aujourd'hui contribuent bien davantage que le nucléaire à éviter des émissions de CO2. Dernier point, un mot, mais je pense que ça fera l'objet de pas mal de discussions sur la question de la cohérence systémique. Alors d'abord, aujourd'hui, quoi qu'en dise
un certain nombre d'opposants aux renouvelables qui mettent en avant leur intermittence et l'impossibilité, soi-disant, de faire fonctionner un système avec 100% de renouvelables. On a aujourd'hui vraiment tous les éléments pour être confiant dans la faisabilité technique et économique d'un système électrique reposant sur 100% d'électricité renouvelable, avec beaucoup de maîtrise de la demande, avec de la flexibilité de la demande, avec des moyens de stockage à court terme et à long terme, notamment ce qu'on appelle le power to gas. Et donc, on a aujourd'hui une vision assez cohérente de ce que peut devenir le système électrique en allant vers le 100% renouvelable. Le problème, c'est que le nucléaire, dans cette vision-là, n'a pas vraiment de place et au contraire vient, de par sa lourdeur, de par son fonctionnement en base et son caractère extrêmement centralisé, plutôt rendre le fonctionnement de ce système plus complexe et le désoptimiser, que le rendre plus flexible. Et donc il y a aujourd'hui une vraie incompatibilité qui se fait jour entre le maintien d'une option nucléaire et cette évolution qui est vraiment la tendance actuelle vers un système avec toujours plus d'énergie renouvelable. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Il y a beaucoup de questions qui remontent par les réseaux sociaux sur ce sujet-là, on a l'habitude. Je vais en aborder un certain nombre, mais certaines seront sans doute traitées de manière générale dans la discussion plus globale. Il y a d'abord un certain nombre de questions sur l'impact écologique comparé, en fait, du nucléaire et des énergies renouvelables, à la fois que ce soit sur les émissions de CO2, l'analyse de cycle de vie plus globale, si on prend les autres impacts, avec par exemple quels sont les moyens de production avec la meilleure ACV, le nucléaire peut-il être considéré comme une énergie verte, des questions aussi sur le fait que certaines énergies renouvelables soient fabriquées en Chine, la demande en matière première des scénarios nucléaires versus des scénarios renouvelables. Voilà, donc un certain nombre de questions de cet ordre-là. Désolé, ça fait beaucoup, mais s'il y a moyen de répondre globalement là-dessus. Tac. Je ne peux toujours pas activer moi-même mon micro. C'est bon? Ouais. Merci. Alors d'abord sur l'énergie verte. Moi, je sais pas ce qu'on appelle, ce qu'on entend par énergie verte. Si il faut parler d'une énergie renouvelable. En tout cas, pour nous à Négawatt, clairement la distinction se fait entre des énergies qui reposent sur des flux naturels que l'on capte, qui sont donc les énergies renouvelables, et des énergies qui fonctionnent sur la base de stocks géologiques, fossiles ou minéraux, et le nucléaire est clairement une énergie de stock, indépendamment de toutes les potentialités technologiques pour valoriser le stock uranium ou thorium éventuellement que l'on extrait au départ. Sur les analyses cycle de vie et les bilans matériaux, etc., il y a évidemment, c'est un champ à part entière et je peux pas apporter de commentaires précis sur ce point. Simplement, un peu comme je l'ai évoqué très rapidement sur les gaz à effet de serre, en fait, le périmètre du nucléaire, notamment en termes de délai temporel, par rapport à d'autres solutions, fait que les analyses cycle de vie rapportées à un moment donné sont assez difficilement comparables. Par ailleurs, en termes d'impact sur le développement durable, je vous renvoie à ce que j'ai montré sur l'analyse du GIEC vis-à-vis de l'ensemble des objectifs du développement durable. Dernier point, les énergies renouvelables fabriquées en Chine. Alors, quelles que soient les technologies dont on a besoin aujourd'hui, on va toujours trouver des matériaux, des métaux critiques qui ne sont pas fournis en France, et ça vaut aussi bien pour le nucléaire que pour les énergies renouvelables. Il y a par ailleurs des dynamiques industrielles qui font que les productions sont plutôt dans un pays ou dans un autre, mais ça, il n'y a aucune
obligation à ça et d'autres politiques industrielles peuvent être mises en œuvre. Et puis, je parlais du caractère diffus et accessible des énergies renouvelables. Il y a dans tous les cas, dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables, une grande partie qui se joue localement dans leur mise en œuvre et leur exploitation. Merci Yves. Encore d'autres questions qui nous remontent sur faire sans nucléaire ni fossile. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est capable de répondre à la demande de manière stable avec autre chose que le nucléaire? Est-ce qu'on peut se passer d'énergie fossile et de nucléaire? Et est-ce que le nucléaire, c'est pas un risque acceptable à prendre pour décarboner l'énergie, nous demandent certains. Alors, c'est toujours, enfin c'est presque étonnant qu'on pose cette question, mais c'est lié à un prisme français sur la part du nucléaire en France. À l'échelle mondiale, qui est l'échelle où il faut avant tout se poser ces questions de soutenabilité par rapport aux limites de la planète, le nucléaire, dans toute son histoire, n'a jamais fourni plus de 3% de la consommation finale d'énergie dans le monde. Et donc, c'est énergétiquement une technologie tout à fait marginale. Donc, se demander si on peut se passer du nucléaire, oui, il suffirait en théorie de faire 3% d'économie sur notre énergie aujourd'hui pour, en termes de bilan, se passer du nucléaire. Donc, c'est en soi pas quelque chose de compliqué. C'est infiniment plus compliqué de se passer des énergies fossiles qui représentent 80% de notre bilan, mais ce qui en réalité est extrêmement ambitieux et pratiquement impossible, ou en tout cas pose des défis majeurs, c'est d'imaginer que le nucléaire puisse contribuer de manière significative à notre bilan énergétique, parce que ça veut dire que il faut pas 413 réacteurs, ce qui est le nombre de réacteurs actuellement en service dans le monde, mais peut-être 10 fois plus. Et là, du coup, les enjeux d'accidents majeurs, de déchets qui s'accumulent et de prolifération prennent une toute autre ampleur, surtout s'il faut imaginer de développer le nucléaire dans des pays qui n'ont pas l'assise technologique, démocratique de pays comme le nôtre. Donc, il y a une espèce d'inversion de la charge qui se fait avec cet argument qui est toujours extrêmement surprenante et qui montre la déconnexion qu'on peut avoir en France des réalités par rapport à ce prisme de la part du nucléaire en France. Merci. D'autres questions encore sur la flexibilité et le stockage. Que répondre donc au problème du stockage de l'énergie, dont certains experts disent qu'il n'existe pas de méthode de stockage d'énergie à grande échelle. Quid des coûts très élevés du stockage. Je vois aussi des questions sur le nucléaire qui serait donc pilotable et les énergies renouvelables intermittentes. Que répondre par rapport à ça? Alors, d'abord que le nucléaire est en théorie effectivement pilotable, mais avec des limites technologiques importantes, et que imaginer un nucléaire très pilotable, c'est sans doute dégrader sa sûreté, et c'est surtout à coup sûr dégrader encore son bilan économique. Le nucléaire a besoin pour sa compétitivité de fonctionner de manière continue, ce qu'on appelle en base. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de la désoptimisation d'un système, quand on y met un système avec beaucoup de renouvelables, quand on y met du nucléaire, c'est notamment une désoptimisation en coût. Aujourd'hui, non, on a des solutions tout à fait soit déjà disponibles, soit suffisamment avancées en termes de pilotes industriels pour qu'on ait une très grande confiance dans leur faisabilité et la possibilité de leur déploiement à l'échelle industrielle pour le stockage et pour la maîtrise, pour la flexibilité de la demande. Et ces solutions-là, encore une fois, je renvoie à vraiment de très nombreux et de plus en plus nombreux travaux qui existent à différentes échelles dans la littérature, qui montrent la faisabilité technique et économique de systèmes 100% renouvelables, gérant leur variabilité par de la flexibilité de la demande et du stockage à différentes échelles. Il est vraiment de plus en plus faux de prétendre que ça n'est pas
possible et de prétendre que ça serait plus cher qu'un système renouvelable avec du nucléaire en backup faisant du suivi de charge. Merci. Il y a encore de nombreuses questions, mais qui sont d'ordre un petit peu plus général et qui, je pense, pourront être posées à l'ensemble des intervenants. Je vois que l'heure tourne. On va céder la parole à Anne Bringot du réseau Action Climat, avec une question, notamment, finalement, on parle nucléaire et climat, mais le nucléaire ne concerne que la question des émissions liées à la production d'électricité. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt des enjeux climatiques, et est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de voir les enjeux climatiques uniquement par ce prisme, est-ce qu'on ferme des centrales ou pas? Est-ce que il est possible donc de remettre en perspective cette question-là par rapport à l'ensemble des priorités en France sur la question du changement climatique? Oui, bonjour à tous, et je remercie également la base qui nous permet d'avoir cet échange qui est effectivement, je pense, très intéressant et très d'actualité. Et moi, je vais vous parler effectivement d'abord du climat en tant que salarié du réseau Action Climat, et je vais vous parler du climat en France, puisque c'est sur ce sujet que nous travaillons parmi les 22 ONG du réseau Action Climat. Et je vais vous présenter d'abord les émissions de gaz à effet de serre en France. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre en France? Ça, c'est extrait du rapport grand public, enfin de la version grand public du rapport du Haut Conseil pour le climat qui est sorti en juin dernier. Qu'est-ce qu'on voit dans ce rapport? On voit que 31% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées au transport et la moitié d'entre elles sont liées aux voitures individuelles. Et ensuite, on a un trio de secteurs qui émettent un petit peu moins de 20% chacun d'émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment, principalement le chauffage. Ensuite, l'agriculture. Là, c'est plutôt lié à l'élevage avec le méthane qui est émis par les ruminants ou le protoxyde d'azote qui est émis par les engrais azotés. C'est moins la question de l'énergie. Et puis l'industrie qui arrive également avec près de 20% des émissions, qui est liée soit à l'usage de l'énergie, soit à des processus industriels qui émettent également des gaz à effet de serre. On a un petit secteur à côté, à droite, qui s'appelle transformation d'énergie, qui représente 10% seulement des émissions. Et dans ces 10%, seulement la moitié, donc seulement 5% des émissions de gaz à effet de serre en France concernent la production d'électricité. Donc c'est moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et une fois qu'on aura fermé les centrales à charbon, ce qui est prévu dans les tout prochains mois ou les 1 ou 2 années à venir, eh bien, on aura un maximum 3% des émissions de gaz à effet de serre qui seront liées à la production d'électricité. Émissions qu'il faut continuer à réduire, mais on voit que c'est vraiment marginal dans les émissions de gaz à effet de serre en France. Alors, puisque je suis là pour vous parler climat, je vais vous présenter aussi la situation dans laquelle on est actuellement en France, puisqu'on a l'impression parfois d'entendre qu'on est un pays qui serait très très à la pointe sur la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est un site dont on a réalisé au réseau Action Climat avec des données de l'ADEME, avec des données du ministère sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment de la France. On voit sur les courbes vertes, les objectifs que la France s'est donnés, c'est-à-dire les budgets carbone, les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre que la France ne devrait pas dépasser. Et en orange, ce sont les émissions réelles. Et on voit qu'en global, les émissions de la France, depuis 2015, depuis qu'on a des budgets carbone, on a systématiquement dépassé nos budgets carbone, donc on a émis plus de gaz à effet de serre que prévu. Et on voit que du coup, dans la récente révision de la stratégie nationale bas carbone, eh bien, ces budgets carbone ont été rehaussés pour tenir compte de cette hausse, de cette incapacité en fait à les réduire comme il était prévu, ce qui va engendrer des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous voyez quand je mets mon petit curseur là ici, mais la différence entre les deux courbes, eh bien, ce sont des émissions en plus
dans l'atmosphère qui vont réchauffer l'atmosphère et aggraver le réchauffement climatique, même si au bout du compte, on arrive à la neutralité carbone, on aura quand même un stock supplémentaire. Et les deux secteurs qui expliquent principalement cet écart, eh bien, on retrouve deux secteurs très émetteurs, le transport et le bâtiment. Donc, c'est vraiment dans ces deux secteurs-là où il faut faire le plus d'efforts. Alors souvent, on entend parler justement de neutralité carbone, qui est l'objectif que la France s'est fixé maintenant dans une loi l'année dernière. Donc la neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sortir complètement des énergies fossiles pour se déplacer, hormis en partie pour l'aviation, et c'est pour ça aussi qu'on parle pas mal d'aviation, c'est que dans ce secteur-là, il n'y a pas réellement d'alternative. Pour le reste des déplacements, il y aura des alternatives, soit avec des véhicules qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, soit avec des modes doux comme le vélo, soit également moins de déplacements comme le télétravail. Également plus d'énergie fossile dans le bâtiment, donc ça veut dire qu'on n'utilisera plus du tout de gaz ou de fioul pour se chauffer, et également plus d'énergie fossile dans la production d'électricité. Donc il restera en 2050 uniquement quelques émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, où il est difficile de les réduire autant, et dans certains process industriels, plus dans l'aviation, comme je le disais précédemment. Alors ça, c'est la photo un petit peu en France. Effectivement, la question qui peut se poser, c'est oui, mais finalement, on consomme beaucoup de produits qui sont importés. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de regarder notre empreinte carbone, l'empreinte carbone de notre consommation, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre des produits que l'on consomme, qu'ils aient été produits en France ou à l'étranger. Ça, c'est issu de la stratégie nationale bas carbone, la version qui a été publiée il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces données sur notre empreinte carbone? On retrouve finalement les secteurs qu'on avait vus précédemment, notamment les transports. Donc, il y a une partie bleu ciel qui sont les émissions liées aux importations. Donc, on voit qu'il y a une grosse partie qui est liée aux importations. Et donc, par exemple, sur les transports, la partie orange, c'est la consommation des ménages. Donc, c'est les émissions qui sont liées à la combustion des carburants, voilà, l'essence que vous brûlez ou le diesel que vous brûlez quand vous roulez avec votre voiture. La partie liée aux importations, c'est à la fois tout ce qui est lié à la fabrication de ces carburants, qui est également très importante, et puis la partie liée à la construction des véhicules. Et puis sinon, il y a le bâtiment à côté, les logements. Vous voyez en partie orange, c'est la combustion aussi, soit du gaz, soit du fioul pour vous chauffer. Mais on voit toutes les parties bleu ciel ou bleu plus foncé, où c'est également les matériaux de construction pour fabriquer en fait le logement. C'est faire tous ces matériaux de construction actuellement émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis tous les réseaux d'énergie, y compris les réseaux de chaleur, qui vont amener l'énergie vers nos logements. Et on retrouve ensuite l'alimentation avec également la partie agriculture que j'évoquais tout à l'heure sur le méthane et le protoxyde d'azote. Et il y a aussi ici tout l'agroalimentaire, y compris le transport lié à ces aliments. Donc on retrouve là finalement au niveau de notre consommation, les mêmes secteurs qui sont vraiment ceux sur lesquels il faut agir en priorité, sachant que les émissions, notre empreinte carbone, en fait, elle a plutôt augmenté ces dernières années, elle n'a pas baissé. Nos émissions en France, elles baissent, mais en fait, on a plutôt délocalisé nos émissions et on importe de plus en plus de produits, mais au global, finalement, on n'a pas réduit les émissions de notre consommation et ça, c'est vraiment le vrai enjeu, c'est de changer fondamentalement notre consommation et en particulier sur ces trois secteurs, transport, logement et alimentation. Alors maintenant, et le nucléaire dans tout ça? Eh bien, oui, bonne question. On voit que le nucléaire, ça émet la production d'électricité, émet très peu de gaz à effet de serre en France. Donc la production d'électricité, comme je montrais tout à l'heure, c'est moins de 5%, et ça va baisser avec les fermetures de centrales à charbon. Oui, mais vous allez me dire, on va avoir de plus en plus d'usage de l'électricité. Par exemple, pour la mobilité, on va avoir de plus en plus de véhicules électriques et donc on va devoir produire plus d'électricité, donc il faudrait plus de nucléaire. En fait, non. C'est quelque chose qui est assez contre-intuitif. Ça paraît
très étrange à dire comme ça, et pourtant c'est la réalité qui est fondée sur les calculs qui ont été faits par RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité, c'est l'entreprise nationale qui gère nos réseaux de grandes lignes à haute tension sur l'électricité et qui s'assure aussi de l'équilibre entre l'offre et la demande pour l'électricité. Et ils font des projections justement pour assurer cette sécurité d'approvisionnement. Et ils ont fait des projections jusqu'à 2035 pour l'instant. Et dans tous les scénarios qu'ils ont regardés, il n'y a aucun scénario où la consommation d'électricité augmente jusqu'à 2035, même si on avait jusqu'à plus de 15 millions de véhicules électriques. 15 millions de véhicules électriques, c'est énorme. Il y a quasiment personne qui imagine qu'on puisse arriver à 15 millions de véhicules électriques d'ici à 2035. Ça serait vraiment beaucoup. Et bien, même si on arrivait jusque-là, on n'aurait quand même pas une hausse de la production, de la consommation d'électricité. Pourquoi? Parce que les équipements que l'on achète consomment, eux, de moins en moins d'électricité. L'éclairage actuellement se fait de plus en plus par des LED qui consomment beaucoup moins d'électricité que les éclairages à incandescence précédents. Les réfrigérateurs actuellement consomment beaucoup moins d'électricité que ceux d'il y a 10 ans. Les ordinateurs, actuellement, on a beaucoup plus d'ordinateurs portables qui consomment moins que les ordinateurs avant fixes, qui étaient des gros appareils. Donc, il y a en plus la rénovation des logements qui, si elle va pas au rythme qu'on souhaiterait, en tout cas, permet également d'économiser l'énergie. Donc, toutes ces économies mises à bout sont supérieures à la hausse qui est générée par de nouveaux usages comme la mobilité électrique. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur le parc nucléaire existant? RTE a fait différents scénarios. Donc, quand ils ont étudié ces différents scénarios pour 2035, dont un qui s'appelle Ampère. Et dans ce scénario, en fait, on substitue à chaque fois qu'on développe du renouvelable, on ferme en parallèle du nucléaire. Donc on substitue du renouvelable par rapport à du nucléaire, et voilà, tout en poursuivant par ailleurs. Et qu'est-ce qu'on obtient avec ce scénario? Eh bien, on obtient finalement la fermeture de 16 réacteurs d'ici à 2030, en plus de Fessenheim. Donc c'est plus que ce que le gouvernement a finalement acté, qui est 14 réacteurs d'ici à 2035, avec Fessenheim, et avec des réacteurs pour la plupart qui fermeront après 2030. Donc on a finalement un scénario qui prévoyait, selon RTE, plus de fermeture de réacteurs que ce que prévoit actuellement la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ce qui veut dire que puisqu'on va avoir plus de réacteurs que prévu, eh bien, on va produire plus d'électricité qu'on en a besoin en France, puisqu'on aura à la fois un développement des renouvelables, à la fois des réacteurs qui restent là et une consommation qui n'augmente pas. Et donc, ce qui est prévu, c'est une multiplication par 3 des exportations d'électricité. Simplement, ça, on le voit, c'est un pari risqué. Et là, la crise sanitaire, malheureusement, est une illustration. C'est-à-dire qu'on a actuellement une circulation de surproduction d'électricité, parce que on a une baisse de la consommation du fait du confinement et de l'arrêt de certaines activités. Et bien, du coup, c'est ce surplus de production, on n'arrive pas à l'exporter. Et ce qui se passe, c'est que le prix de l'électricité, du coup, du fait de cette abondance de l'offre, les prix de l'électricité, ils s'effondrent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des producteurs d'électricité comme EDF ou comme des producteurs alternatifs, eh bien, ils peuvent pas avoir une rentabilité sur la production d'électricité, quel que soit le moyen de production, parce que les prix sont trop bas. Donc, le risque, si on ne ferme pas assez de réacteurs nucléaires d'ici à 2030 ou voire 2035, eh bien, c'est que on arrive à une situation qui soit économiquement très, très difficile à gérer, y compris pour EDF. Et la question par ailleurs qui se pose, eh bien, est-ce qu'il faut de nouveaux réacteurs nucléaires? Ça, c'est le débat qui occupe certains lobbies actuellement, sachant que la vraie question, effectivement, c'est comment on va remplacer les réacteurs nucléaires actuels en France. Est-ce qu'on les remplace, puisqu'ils sont de plus en plus vieillissants, il va bien falloir à un moment donné les remplacer par autre chose. Est-ce qu'on les remplace par des renouvelables, ou est-ce qu'on les remplace par de nouveaux réacteurs nucléaires, qu'on appelle les EPR? C'est une vraie question. Simplement, cette question, elle se pose pas à court terme, puisque dans tous les scénarios qu'a fait RTE d'ici à 2035, il n'y a pas d'EPR. Il n'y a pas besoin d'EPR avant 2035, ça c'est certain.
La question, elle se pose après 2035. Donc, on a déjà beaucoup de temps pour y réfléchir, même si la construction d'un EPR, on a vu, prend très 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 longtemps. C'est quand même pas une question pour laquelle on a besoin d'une réponse tout de suite, puisque avant 2035, on est sûr qu'on n'en a pas besoin. Et pourtant, EDF essaye de forcer la main à l'État pour lancer dès maintenant la construction de 6 nouveaux EPR. Alors, ce qu'on sait aussi en parallèle, c'est que RTE est en train de produire des scénarios qui vont aller au-delà de 2035 pour voir si on a besoin ou pas de ces EPR. Ces scénarios, ils iront jusqu'à 2050. Ils sont en train d'être construits. Il y aura différents chemins possibles. Il y aura des scénarios 100% renouvelables et puis il y aura des scénarios avec de nouveaux EPR. Et donc, on pourra comparer, voir comment ça fonctionne ou pas, quel est le coût, quels sont les risques. Et ces scénarios, ils ne seront pas disponibles avant l'été 2021. Donc, en tout cas, pour l'instant, il y a surtout urgence à attendre ces travaux qui permettront d'éclairer réellement le débat et non pas d'avoir une position un petit peu dogmatique ou qui s'appuie malheureusement sur certains lobbies assez forts. De notre point de vue, en tout cas, au Réseau Action Climat, comme ça a été dit aussi par Yves, il y a suffisamment actuellement de scénarios pour nous laisser penser que vraiment l'option la plus robuste c'est l'option 100% renouvelable. Et c'est celle qui nous permettra d'avoir des avantages tout en étant bénéfique pour le climat, puisque comme je le disais, personne n'envisage une hausse des émissions de gaz à effet de serre sur la production d'électricité. Au contraire, on est toujours dans des hypothèses où on baisse les émissions de gaz à effet de serre sur la production d'électricité. Mais à comparer entre du 100% renouvelable ou une solution avec des EPR, en fait, une solution avec des EPR, elle est techniquement moins sûre. Pourquoi? Puisqu'on voit avec l'EPR de Flamanville, par exemple, eh bien qu'il a toujours pas démarré, alors la construction a démarré il y a vraiment un nombre très important d'années, et on ne sait toujours pas s'il va démarrer. Donc finalement, faire le pari d'un EPR, c'est vraiment faire un pari. On n'est pas sûr qu'il va démarrer et on est actuellement dans une situation où il y a suffisamment d'instabilité et d'incertitude à de nombreux niveaux pour miser sur des solutions qui sont plus sûres. Et les renouvelables, on sait que ça marche, donc il faut y aller. Il y a aussi une question du coût. Le coût produit par les ENR, l'électricité qui est produite par les énergies renouvelables, elle est de moins en moins chère. Alors qu'avec les EPR, on sait qu'on a des coûts qui sont très élevés. Alors EDF nous dit oui, mais ce sont pour l'instant des têtes de série, plus on va en faire, moins ça coûtera cher. Ça s'est rarement vérifié avec du nucléaire. Et donc, on sait que même si on prend les besoins de flexibilité qui vont avec les renouvelables, on a besoin effectivement de flexibilité, de pilotage de la demande, on a besoin de stockage, on a besoin de réseau, on a besoin de beaucoup de choses qui vont autour. Mais même en ajoutant ça, ça reste moins cher que de construire des EPR. Il y a également des impacts environnementaux qui peuvent être importants avec le nucléaire. Yves en a parlé. Il y a l'impact sur les déchets nucléaires qui est quand même quelque chose d'extrêmement important et pour lequel, pour l'instant, il y a peu de solutions. Ce qui est proposé, c'est un stockage à Bure avec ce projet CIGEO, dont on voit bien il a de grandes limites, qu'il est très controversé parce que enfouir ces déchets pendant des centaines de milliers d'années, ça pose beaucoup de questions d'éthique par rapport aux générations futures. Et puis, on va arriver très vite à une saturation. Est-ce qu'on veut continuer une industrie dont on ne sait juste pas quoi faire des déchets qu'elle produit? Par ailleurs, les renouvelables résistent beaucoup mieux aux impacts du dérèglement climatique. On sait que le nucléaire a des difficultés avec l'eau qui se réchauffe, avec la montée du niveau des mers pour les réacteurs qui sont près des mers, alors que les renouvelables résistent beaucoup mieux à ces impacts, sans compter les risques géopolitiques, puisque le nucléaire dépend quand même aussi d'importations d'uranium qui viennent de pays dans lesquels il peut y avoir des conflits géopolitiques. Les renouvelables, par ailleurs, génèrent une activité économique qui est bien répartie dans les territoires. On peut produire les énergies renouvelables de manière décentralisée et ça permet de générer de l'activité pour des territoires, y compris ruraux,
qui ont vraiment besoin de cette activité avec des rentrées fiscales, mais pas seulement, ça peut aussi générer des revenus par simplement la vente de l'électricité si ces projets d'énergie renouvelable deviennent en partie la propriété des collectivités, des citoyens qui habitent dans ces territoires. Donc il y a vraiment une possibilité d'avoir de rentrées économiques qui sont très intéressantes. Et puis ça crée davantage d'emplois. En fait, les renouvelables ont besoin de davantage de bras pour la même production d'électricité que des énergies plus centralisées comme les fossiles ou le nucléaire. Donc voilà plusieurs arguments pour lesquels, hormis la question climat qui n'est pas l'enjeu central sur ce choix, mais entre le 100% renouvelable et renouvelable plus nucléaire, pour nous, il n'y a pas photo. C'est vraiment le 100% renouvelable qui est l'option la plus robuste. Merci beaucoup, Anne. Il y a un certain nombre de questions. Encore une fois, je vais essayer de faire une synthèse pour laisser aussi du temps pour la discussion générale. Alors, une question qu'on voit beaucoup revenir. Comment réduire le nucléaire sans produire plus de gaz à effet de serre? Sinon, on va faire comme l'Allemagne et rouvrir des centrales à charbon. Est-ce que, en 2 mots, tu peux répondre là-dessus ou... Oui, merci l'animateur de m'avoir mis mon micro. Je vois les petits messages en parallèle. Oui, en fait, pour l'instant, il n'y est absolument pas prévu. Si on devait augmenter les émissions de gaz à effet de serre, ça voudrait dire qu'on va recréer, par exemple, de nouvelles centrales à charbon. Il y a 0 projet de centrale à charbon en France. C'est pas du tout l'optique. Il y a aucun projet de nouvelles centrales charbon ou d'autres productions d'électricité par des fossiles en France. Pourquoi? Certes, les énergies renouvelables ne produisent pas de l'électricité tout le temps. Effectivement, le solaire produit quand il y a du soleil, l'éolien produit quand il y a du vent, mais il n'y a pas que le solaire et l'éolien, d'une part, il y a aussi l'hydraulique, il y a aussi de l'électricité qui peut être produite par la géothermie. Donc, il y a tout un mix, tout un ensemble de technologies qui s'additionnent, avec certaines qui sont variables et d'autres qui le sont moins, et qui sont produits aussi dans des endroits différents en France et en Europe, puisqu'on est vraiment sur un marché d'électricité européen. Donc, on a un foisonnement qui fait que si à un endroit, il n'y a pas de vent, il y en a peut-être dans un autre pays ou dans une autre région. Il va y avoir aussi des productions de plus en plus avec l'éolien en mer. On est très en retard en France, mais avec l'éolien en mer, on a une production qui est beaucoup plus régulière qu'avec l'éolien terrestre. Donc, ce foisonnement, ce mix, fait qu'on arrive quand même à produire de l'électricité de manière beaucoup plus régulière que si on regardait juste à un endroit et avec une source d'énergie. Par ailleurs, on va essayer de piloter la demande, c'est-à-dire qu'on va essayer soit par exemple, d'arrêter certains usages quand on n'en a pas besoin, ou au contraire de faire qu'on va recharger son véhicule électrique à des moments où il y a une production excédentaire d'électricité. Et cette production, le fait d'avoir rechargé son véhicule électrique permettra également par la batterie du véhicule d'être réutilisé dans ce logement au moment où, par exemple, on pourrait avoir besoin d'électricité. Ensuite, il y a différents systèmes de stockage. Il peut y avoir du stockage qu'on appelle par les STEP, c'est des stations de pompage où on va faire remonter de l'eau par des systèmes de pompage et on va, quand il y a trop d'électricité, et on va ensuite faire redescendre cette eau qui va reproduire de l'électricité quand on en a besoin. Il y a les batteries. Alors, c'est pas l'unique possibilité, mais c'est une des possibilités. Et puis, il y a aussi du stockage, Yves en a parlé, qu'on appelle power to gas, c'est-à-dire qu'au moment où il y a trop de production d'électricité, parce qu'il y a eu beaucoup de vent et beaucoup de soleil, eh bien, on va pouvoir produire de l'hydrogène avec cette électricité par une technologie qu'on connaît bien. Et cet hydrogène, soit on va le réutiliser pour refaire de l'électricité, soit on va le mettre dans le réseau de gaz, soit on va en faire du méthane qu'on va pouvoir utiliser également pour d'autres usages. Donc, on voit qu'il y a toute une palette d'outils de flexibilité et c'est grâce à ça qu'on n'a pas besoin d'autres centrales fossiles et que c'est grâce à ça qu'on ne va pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Désolée si c'était un peu long, mais c'est parce qu'il y a vraiment l'ensemble de ces outils à avoir en tête pour répondre à cette question. Merci beaucoup pour cette réponse qui fait bien le tour. Il y a une autre question. Avec la crise du Covid-19, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ralentissement des investissements dans la transition écologique
et un risque de maintenir à tout prix le système actuel en mode business as usual. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est vrai qu'il y a un risque. Alors là, je vais parler pas au départ du nucléaire, mais plutôt sur les énergies fossiles. Le risque actuellement, c'est qu'on a un prix du pétrole qui est très bas, puisque il y a beaucoup moins d'usage du pétrole, les gens se déplacent moins. Et donc le risque, c'est parce que ce prix du pétrole est très bas, on risque de ne pas faire les travaux qu'on aurait dû faire d'économie d'énergie. Donc on risque de ne pas isoler son logement en se disant que le fioul finalement il va pas être si cher, ou de ne pas développer les réseaux de chaleur parce qu'on va dire finalement un réseau de chaleur à quoi ça sert, autant mettre du gaz. Et donc là il y a un vrai risque que ça freine des projets d'économie d'énergie ou de développement d'énergie renouvelable. Ensuite, sur le système électrique, on voit aussi qu'il peut y avoir un risque parce que le fait qu'il y ait une surproduction d'électricité, eh bien, ça fait qu'on a un prix de l'électricité actuellement sur le marché qui est très bas et qui ne facilite pas les investissements dans des nouveaux moyens de production, y compris les renouvelables. Et c'est encore pire, comme je l'ai dit, sur les EPR. Le dernier aspect, là, qui est purement sur le nucléaire, c'est que c'est là où on voit aussi la fragilité du nucléaire, c'est que du fait de cette crise sanitaire, les opérations de maintenance sur les centrales nucléaires existantes, elles ont été décalées puisqu'il n'était pas possible d'avoir autant d'ouvriers en même temps sur ces réacteurs nucléaires. Et donc, finalement, des opérations de maintenance qui sont absolument indispensables pour préserver la sûreté de ces réacteurs, elles vont être décalées de quelques mois, ce qui est déjà en posant soi une question, mais risquent d'être décalées jusqu'à l'hiver. Or, malheureusement, en hiver, c'est là où on a besoin de la production d'électricité, du fait, entre autres, du chauffage électrique et d'une insuffisante isolation des logements. Et donc, finalement, on va créer une sorte de déstabilisation du système pour l'hiver ou les 2 hivers à venir. Donc, on voit qu'on a une petite faiblesse ici par rapport à cet impact et au décalage des opérations de maintenance sur les centrales actuelles. Merci beaucoup. Je vois que il y avait une demande de réagir là, par rapport à justement l'Allemagne, la question de est-ce que l'Allemagne a vraiment rouvert des centrales à charbon. Je ne sais pas si Anne, tu souhaites répondre ou quelqu'un d'autre éventuellement. On peut peut-être passer maintenant à une discussion plus générale où l'ensemble des intervenants peut s'exprimer. Je crois que c'est Yves qui voulait réagir sur l'Allemagne. Bah, c'est pas que je voulais réagir, c'est que je pense que l'un de nous doit répondre simplement pour signaler que on entend beaucoup de contre-vérités sur le sujet et je veux dire encore une fois la focale très nucléaire du débat en France. Et Anne a bien montré à quel point l'enjeu climat était sur d'autres sujets et d'autres secteurs. Mais cette focale très nucléaire fait que on compare souvent la France et l'Allemagne en parlant d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on ne regarde en fait que les émissions de CO2 dans l'électricité. Donc d'abord, la première chose à dire, c'est que quand on regarde les émissions globales et en particulier quand on les regarde en empreinte carbone et pas seulement en émissions domestiques, et Anne a bien rappelé là aussi à quel point c'est important, il n'y a pas tant d'écart que ça entre la France et l'Allemagne en émissions de gaz à effet de serre. Et puis la deuxième chose, c'est que l'Allemagne a réduit de façon importante ses émissions et continue à le faire. Et donc, voilà, il y a une politique climatique ambitieuse, efficace menée en Allemagne. On peut critiquer le fait qu'elle n'aille peut-être pas assez vite, mais elle existe et elle se manifeste y compris dans l'électricité. Il est faux de dire que l'Allemagne a relancé massivement des centrales à charbon. Il est faux de dire que les émissions de CO2 du système électrique allemand augmentent. Encore une fois, elles ne diminuent peut-être pas assez vite par rapport à ce qui est nécessaire. Et il y a un accord sur la sortie du charbon en Allemagne qui a été trouvé et qui est sans doute trop lent dans son calendrier, mais il y a aujourd'hui une baisse des émissions de CO2 électriques allemandes et plus largement une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, il faut arrêter d'opposer les choses et de faire de cet argument une raison pour dire que en France, on n'aurait pas d'autre choix que de maintenir le parc. Là encore, Anne a très bien expliqué les enjeux. Merci beaucoup.
Je vois qu'il y avait aussi une demande donc de développer un peu plus sur la question de la gestion des incertitudes par rapport à la crise du Covid-19. Henri voulait réagir notamment. Oui, juste pas forcément spécifiquement sur le cas du Covid, parce que je crois que Anne a bien fait le tour, mais plus généralement sur le fait que ça met l'accent sur une difficulté fondamentale de toutes les questions qu'on se pose, qui est celle de la question de la transition énergétique, puisque en fait, l'objectif qu'on se donne, c'est un objectif de long terme, qui est quand même comment est-ce qu'on transforme nos économies pour aller vers notamment la neutralité en émissions, qui est l'objectif nécessaire pour limiter le changement climatique. Et en même temps, on sait très bien que donc ça, c'est un objectif à l'horizon 2050, 2060, 2070. Et on sait très bien que en même temps, c'est nécessaire de se donner cet horizon. Et en même temps, c'est fondamental d'assurer un pilotage de la transition qui tienne compte du fait qu'il va arriver tout un ensemble d'incertitudes, de choses qu'on ne peut pas prévoir sur le chemin. Et donc, il y a une question fondamentale qui va pas être celle de se demander exactement très précisément à quoi va ressembler le monde en 2050 ou 2060, parce que personne n'a une boule de cristal pour le produire précisément, mais dans quelle mesure le fait de se donner cette perspective-là, ça nous permet de prendre les décisions sur le chemin qui nous mettent sur la voie et qui nous permettent finalement d'ouvrir le champ des possibles pour, au fur et à mesure, avoir une gestion dynamique de cette transition. Et quand on fait face à des difficultés inattendues, mais aussi peut-être des bonnes surprises, évidemment, qui peuvent très bien arriver sur la disponibilité de certaines technologies ou leurs évolutions de coûts ou certaines évolutions qui permettent, par exemple, de décroître plus fortement la demande que ce qu'on pouvait penser, et ben finalement, on puisse ajuster la transformation au fur et à mesure. Et je pense que dans la question des choix technologiques, il y a aussi cette question de dans quelle mesure ce sont des choix qui ouvrent le champ des futurs ou au contraire qui prédéterminent la transition pour une durée qui ne nous permettra pas forcément de faire face à l'ensemble des incertitudes qui vont arriver dans tous les cas sur les prochaines années. Donc cette question du pilotage est vraiment fondamentale et doit être au cœur des décisions qui sont prises sur le court terme sur les différents choix technologiques. Et on sait que tous les choix sont pas équivalents de ce point de vue-là non plus. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions sur la vulnérabilité du système énergétique et notamment la vulnérabilité du nucléaire face au changement climatique, face aux canicules, avec les questions donc de baisse de niveau des fleuves, mais aussi la question des épisodes de forte chaleur et dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent altérer le bon fonctionnement des réacteurs. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite réagir à ce sujet. Je sais pas. Anne en a parlé déjà tout à l'heure, mais cette vulnérabilité, elle devient de plus en plus évidente. Mais en fait, plus généralement, la France a fait un choix très nucléaire, sans équivalent dans le monde, hein, qui montre aujourd'hui un certain nombre de limites en termes de dépendance forte à une technologie, hein, et de vulnérabilité du système s'appuyant sur une telle portion de nucléaire, hein, à différents aléas, vulnérabilité qui devient d'autant plus grande que ce parc vieillit et que donc lui-même est soumis à des contraintes techniques. Il a des marges de sûreté de moins en moins grandes, il est soumis à des contraintes techniques de plus en plus importantes. Donc la crise actuelle du Covid en est une illustration. Anne a rappelé tout à l'heure les effets que l'on risque de voir dans les prochains mois. On a eu ces dernières années, autour d'épisodes climatiques, des situations où il y avait clairement des tensions entre le fonctionnement en situation dégradée par rapport aux marges que l'on essaie de préserver en termes de sûreté du parc nucléaire et les situations climatiques, donc des tensions entre la sûreté d'une certaine manière et la sécurité d'approvisionnement. Et je pense que ces situations, elles vont se reproduire et se multiplier.
globalement, ce dont on a besoin, c'est ce dont parlait Henri, c'est cette adaptabilité et cette transformation dans une vision long terme. C'est quand même un système beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Ça va vers la décentralisation, ça va vers des solutions plus diffuses, ça va vers des solutions qui se jouent beaucoup plus du côté de la demande que du côté de l'offre, et des comportements que de la technologie. Et en fait, c'est tous ces changements-là qui sont en cours et qui sont d'une certaine manière étranger à ce qu'incarne, à ce qu'est le nucléaire dans son histoire. Le nucléaire, c'est une technologie datée et qui renvoie à une époque où les enjeux, les contraintes auxquelles on essayait de répondre étaient vraiment très différents de ceux auxquels on a affaire aujourd'hui. Merci. Une autre question assez générale sur la sobriété. Attendez, je la retrouve. Oui, donc si on veut arrêter le nucléaire et remplacer par les énergies renouvelables, il n'y aurait pas d'autre choix aujourd'hui que de diminuer drastiquement notre consommation d'électricité. Ça veut dire fini les smartphones, retour au lavage du linge à la main, plus de frigo. Vous pensez que les Français sont prêts pour ça? Voilà, peut-être Anne ou Yves, si vous souhaitez réagir. Ouais, je sais pas si mon micro fonctionne parce que je suis tout. Si, c'est bon. Je crois que là, faut arrêter les caricatures. Il y a personne qui envisage qu'on retourne vivre dans une grotte et qu'on se chauffe au feu de bois. C'est pas du tout l'idée. J'ai essayé de le montrer avec les scénarios RTE. Ce dont on parle, c'est bien d'équipements qui sont de plus en plus performants et également effectivement de sobriété. Mais la sobriété, c'est quoi? C'est peut-être de pas avoir des panneaux publicitaires qui sont allumés en permanence et qui nous incitent à consommer des choses par ailleurs pour la plupart du temps inutiles et qui ont eux-mêmes des impacts sur l'environnement. Donc c'est finalement revoir un petit peu notre consommation et peut-être se demander si ce qu'on consomme a vraiment une utilité ou si c'est parfois des choses qui sont quand même pour beaucoup du gâchis. C'est aussi parfois se chauffer en hiver, pas forcément à 22, 23 degrés, mais peut-être à 19 degrés et mettre un pull quand on est en hiver. Donc voilà, c'est avoir une réflexion sur notre consommation d'électricité qui soit simplement un peu plus raisonnable. C'est pas du tout de se priver des usages évidemment nécessaires et dont on a absolument besoin. Autre exemple peut-être de choses dont on n'a pas forcément besoin, c'est la 5G. On en parle puisqu'on parlait, tu évoquais le cas des ordinateurs ou des smartphones. On a effectivement des technologies qui consomment de plus en plus d'électricité et maintenant il est envisagé de passer non plus de la 3G à la 4G mais de la 4G à la 5G avec des technologies qui consommeraient encore plus d'électricité, encore plus de matière, encore plus de ressources. Donc là peut-être aussi qu'il faut mettre un peu le haut là sur cette course, à l'accélération sans fin et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut peut-être un peu ralentir et ça fera du bien à tout le monde. Merci beaucoup. Henri souhaitait compléter sur la question de la sobriété. Pardon, ouais. C'était pas spécifiquement sur la question de la sobriété. Je suis sûr que Yves voudra revenir sur cette question-là plus spécifiquement. Je voulais faire en fait 2 remarques sur la question plus générale de la demande. Premièrement, la demande, la réduction de la demande, en fait, c'est quelque chose qui est assez neutre technologiquement. Ce que montrent les analyses finalement un peu transversales, c'est que réduire la demande en énergie, c'est quelque chose qui maximise les synergies avec tout un ensemble d'objectifs de développement durable, et c'est s'ouvrir tout un champ de possibles. Le fait de ne pas faire d'action sur la maîtrise de la demande, ça force finalement à tout faire au maximum. Donc si on veut s'offrir des domaines de choix, la première chose à faire, c'est d'essayer de maîtriser la demande. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est on a une discussion, en tout cas la façon dont la question était formulée, je pense que c'était aussi avec un biais très pays industrialisé. Je voudrais quand même remettre en perspective aussi qu'à l'échelle mondiale, il y a un enjeu qui est pas de réduire la demande d'énergie, mais qui est de permettre aux gens d'avoir accès à certaines formes d'énergie. Dans beaucoup de pays en développement,
évidemment, il y a un besoin de permettre aux gens d'avoir accès à l'énergie, d'augmenter leur accès à l'énergie pour un certain nombre de besoins fondamentaux. Donc, on est très loin des discussions qui ont été mentionnées là sur la 5G, etc. Mais je pense que ce sont des problématiques qui sont importantes aussi parce que c'est là que se construit aussi beaucoup du futur de la discussion climatique. Et finalement, on a un besoin dans ces pays-là, pas de limiter l'augmentation, mais au moins de faire en sorte que l'accès à l'énergie qui est nécessaire se fasse d'une façon compatible avec le changement climatique, qui est une façon très différente de poser la question de la façon dont nous, on doit se la poser dans un pays comme la France, évidemment. Merci beaucoup. Yves, tu voulais compléter? Oui, parce que la sobriété est quand même le sujet que l'association de Négawatt a exploré depuis longtemps dans le débat français et il est évidemment très important pour nous. Il est vraiment question d'intelligence dans les usages que l'on fait de l'énergie, dans les services que nous rend l'énergie, et pas du tout de vision, de contraintes, de restrictions, etc. Et il y a voilà des potentiels très importants pour mieux utiliser l'énergie, arrêter de la gaspiller. C'est la même problématique d'ailleurs que donner accès aux vrais usages et aux vrais services là où il n'existe pas, qu'il s'agisse de précarité en France ou d'accès à l'énergie dans le monde. Mais voilà, peut-être une mauvaise nouvelle pour tous ceux que cette idée de consommer plus intelligemment l'énergie hérisse, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui réellement dans nos pays de scénario de neutralité carbone où il n'y ait pas une part, même si elle ne s'appelle pas comme ça, de sobriété, d'action sur nos comportements et nos demandes. La bonne nouvelle, c'est que il y a énormément d'actions très faciles à faire en réalité dans ce domaine, que il y a des potentiels importants et que comme ça vient d'être rappelé par Anne et par Henri, c'est en fait en agissant d'abord sur ces potentiels qu'on se donne les marges de manœuvre et qu'on se donne les choix possibles sur les options, sur l'offre notamment. Merci beaucoup. Alors, il y a encore énormément de questions, mais l'heure tourne et il va falloir qu'on ferme donc le live. Voilà, juste pour dire désolé pour tous ceux qui n'auront pas vu leur question être abordée. Le live sera disponible. On a fait de notre mieux pour tout faire remonter, mais il y a énormément de discussions, de questions et c'est normal sur un sujet comme ça. Je repasse la parole à la base donc pour clore la discussion. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous, donc les intervenants et toutes les personnes qui ont suivi ce débat. Merci. Merci à tous.